Alarmante affirmant la destruction du palais présidentiel ukrainien par un avion de combat russe de type Sukhoi circule rapidement dans les canaux numériques et certains relais médiatiques, provoquant une vague de réactions immédiates, de spéculations et de démentis prudents. À l'heure actuelle, aucune confirmation indépendante solide ne permet d'établir la réalité d'une telle frappe contre le siège présidentiel, et plusieurs observateurs appellent à la plus grande réserve face à ce type d'annonce spectaculaire, typique des phases de tension extrême où la guerre des récits avance plus vite que les faits vérifiés. Dans les conflits contemporains, les symboles institutionnels sont des cibles narratives presque autant que militaires, et toute rumeur les concernant agit comme une étincelle jetée dans une poudrière informationnelle. Selon les versions qui circulent, l'attaque aurait impliqué un appareil de combat russe ayant pénétré un couloir aérien contesté pour mener une frappe de précision contre un complexe gouvernemental présenté comme stratégique. D'autres récits évoquent plutôt une explosion d'origine indéterminée, ensuite requalifiée en attaque aérienne par amplification médiatique. L'absence d'images géolocalisées fiables, de données satellites accessibles publiquement et de confirmations croisées par plusieurs agences reconnues rend pour l'instant ces affirmations hautement incertaines. Les spécialistes de l'analyse en sources ouvertes rappellent que les premières heures suivant une annonce de cette nature sont presque toujours saturées d'erreurs, de recyclage d'anciennes images et d'interprétations hâtives. Le palais présidentiel, au-delà de sa fonction administrative, représente un cœur symbolique du pouvoir d'État. Toute attaque réelle contre un tel site aurait une portée politique et psychologique immense. Les bâtiments de souveraineté fonctionnent comme des balises institutionnelles dans l'imaginaire collectif. Les toucher, ou prétendre les avoir touchés, revient à frapper une cloche géante dont l'écho traverse les frontières. C'est précisément pour cette raison que les rumeurs les visant doivent être examinées avec une rigueur chirurgicale. Dans l'architecture de la communication de guerre, le symbole est une cible à part entière. Des experts militaires soulignent par ailleurs que les frappes aériennes profondes contre des sites hautement protégés supposent des conditions opérationnelles spécifiques. Supériorité aérienne locale, suppression des défenses solaires, renseignements précis et fenêtres tactiques favorables. Sans ces éléments, une incursion isolée d'un avion de combat contre un centre politique majeur comporterait des risques très élevés. Cela ne rend pas l'événement impossible en théorie, mais augmente le seuil d'exigence en matière de preuves avant validation. Les scénarios plausibles doivent toujours passer le filtre des contraintes techniques. Du côté des autorités ukrainiennes, lorsqu'elles sont confrontées à ce type d'allégations, la réponse habituelle consiste à publier soit un démenti, soit un état de situation, parfois accompagné d'images récentes destinées à prouver l'intégrité des lieux. Les gouvernements savent que le silence prolonge la rumeur, tandis qu'une réponse visuelle la dissipe souvent plus vite qu'un communiqué. Toutefois, les délais de communication peuvent varier pour des raisons de sécurité, d'évaluation des dommages ou de coordination interne. Ce décalage temporel alimente souvent la spéculation. La dimension informationnelle de la guerre moderne agit comme un théâtre parallèle où chaque camp tente d'écrire la première version de l'histoire. Les annonces spectaculaires, surtout lorsqu'elles touchent des centres de pouvoir, voyagent à la vitesse d'une traînée d'étincelles sur une carte sèche. Elles sont reprises, reformulées, amplifiées, parfois déformées. Les plateformes sociales fonctionnent alors comme des caisses de résonance géantes. Une affirmation devient un fait supposé, puis une quasi-certitude pour certains publics, avant même que la vérification n'entre en scène. Les chercheurs en désinformation décrivent ce mécanisme comme une cascade émotionnelle. Plus une nouvelle est choquante, plus elle se propage vite. Plus elle touche un symbole fort, plus elle s'enracine dans la mémoire immédiate. La correction ultérieure, même précise et documentée, voyage souvent moins loin que l'affirmation initiale. C'est pourquoi les rédactions expérimentées et les cellules de vérification recommandent une discipline stricte. Recouper, dater, localiser, comparer, douter méthodiquement. Sur le plan diplomatique, une frappe confirmée contre un palais présidentiel constituerait un événement d'une gravité exceptionnelle, susceptible de déclencher une vague de condamnations officielles, de réunions d'urgence et de repositionnements stratégiques. Les bâtiments de direction politique sont généralement considérés comme des cibles à très haute sensibilité. Leur statut exact au regard du droit des conflits dépend de leur usage réel au moment des faits, mais l'impact politique d'une telle attaque dépasserait largement la question juridique. Ce serait un séisme protocolaire autant qu'un acte militaire. Les spécialistes de la sécurité urbaine rappellent aussi que de nombreux sièges gouvernementaux disposent de structures renforcées, de zones souterraines, de systèmes de dispersion des fonctions et de sites alternatifs. La continuité de l'État ne repose pas sur un seul bâtiment, mais sur un réseau. Même en cas de dommages matériels significatifs, les fonctions essentielles sont conçues pour survivre, migrer, se reconfigurer. Le pouvoir moderne est plus distribué qu'il n'y paraît vu de l'extérieur. Pendant ce temps, sur le terrain de l'opinion, la rumeur agit comme un orage magnétique. Elle attire les commentaires, polarise les positions, nourrit les récits préexistants. Les partisans y voient une preuve.
Les sceptiques y voient une manœuvre. Les analystes y voient un objet d'étude. Et le public, lui, navigue entre inquiétude et confusion. La pédagogie de la vérification devient alors une boussole précieuse dans une mer agitée de déclarations contradictoires. En l'absence de confirmation indépendante robuste, la prudence reste la règle d'or. Les événements de guerre doivent être traités comme des équations à plusieurs inconnues, résolues lentement par accumulation de preuves. Ce qui est certain, c'est que l'annonce d'une frappe contre le palais présidentiel ukrainien, qu'elle soit vraie, fausse ou déformée, révèle la puissance des symboles dans les conflits contemporains et la vitesse vertigineuse avec laquelle une information brute peut devenir une onde mondiale. Dans ce paysage, la vérité avance rarement au pas de charge. Elle progresse plutôt comme un enquêteur patient, lampe levée, refusant de confondre l'éclair avec le soleil. À mesure que la rumeur de la prétendue destruction du palais présidentiel ukrainien continue de circuler, l'écosystème médiatique se met en mouvement comme une vaste machine d'examen, faite de vérifications croisées, d'analyse d'images, de recoupement de sources et d'évaluations techniques. Les rédactions expérimentées savent que les annonces frappantes liées à des sites de pouvoir font partie des informations les plus sensibles du théâtre de guerre. Elles attirent l'attention mondiale en quelques minutes et peuvent influencer les marchés, les décisions diplomatiques et même le moral des populations. C'est précisément pour cette raison qu'elles exigent un niveau de preuve plus élevé que les comptes rendus ordinaires d'affrontement. Les spécialistes de l'imagerie satellite commerciale jouent souvent un rôle clé dans ce type de situation. Lorsqu'un site majeur est supposément touché, les analystes scrutent les clichés récents, comparent les ombres, les traces thermiques, les signatures de dégâts structurels, la présence de débris ou d'activités de secours. Cette lecture visuelle, presque médico-légale, permet parfois de confirmer ou d'infirmer rapidement une affirmation. Mais elle dépend de la disponibilité des passages satellites, de la couverture nuageuse et des délais de publication. Le public, habitué à l'instantané, ignore souvent que la preuve visuelle fiable peut prendre des heures, voire des jours. Dans le même temps, les experts en aéronautique militaire évaluent la plausibilité opérationnelle d'une frappe menée par un avion de combat dans une zone aussi surveillée. Ils examinent les portées radars, les systèmes de défense solaire, les trajectoires possibles, les altitudes d'attaque, les profils de mission. Une opération aérienne contre un centre politique majeur n'est pas une simple ligne droite sur une carte. C'est un puzzle de contraintes, de risques et de probabilités. Chaque paramètre réduit ou élargit le champ du possible. La faisabilité technique devient alors un filtre contre l'emballement narratif. Les canaux officiels, eux, adoptent souvent une stratégie de communication en deux temps. D'abord une déclaration de principe, courte, destinée à calmer ou cadrer l'espace public. Ensuite, si nécessaire, une communication plus détaillée avec éléments visuels, visites de presse ou preuves matérielles. Cette temporalité peut frustrer l'audience, mais elle vise à éviter les erreurs irréversibles. Dans la guerre de l'information, corriger trop tard coûte cher, mais parler trop tôt peut coûter plus cher encore. Les chercheurs en communication de crise observent que les rumeurs touchant les symboles étatiques suivent une trajectoire presque théâtrale. Acte 1, l'annonce choc. Acte 2, la propagation virale. Acte 3, la bataille d'interprétation. Acte 4, la vérification ou le démenti. Entre chaque acte, des milliers de commentaires, de montages, de cartes explicatives improvisées et d'analyses amateurs s'ajoutent au tumulte. La scène numérique devient un amphithéâtre où chacun brandit sa version des faits. Les canaux officiels, eux, adoptent souvent une stratégie de communication en deux temps. D'abord une déclaration de principe, courte, destinée à calmer ou cadrer l'espace public. Ensuite, si nécessaire, une communication plus détaillée avec éléments visuels, visites de presse ou preuves matérielles. Cette temporalité peut frustrer l'audience, mais elle vise à éviter les erreurs irréversibles. Dans la guerre de l'information, corriger trop tard coûte cher, mais parler trop tôt peut coûter plus cher encore. Les chercheurs en communication de crise observent que les rumeurs touchant les symboles étatiques suivent une trajectoire presque théâtrale. Acte 1, l'annonce choc. Acte 2, la propagation virale. Acte 3, la bataille d'interprétation. Acte 4, la vérification ou le démenti. Entre chaque acte, des milliers de commentaires, de montages, de cartes explicatives improvisées et d'analyses amateurs s'ajoutent au tumulte. La scène numérique devient un amphithéâtre où chacun brandit sa version des faits. Dans les cercles diplomatiques, même une rumeur non confirmée de frappe contre un site présidentiel déclenche des consultations discrètes. Les ambassades interrogent, les attachés de défense demandent des éclaircissements, les services d'analyse compilent les signaux faibles. Personne ne veut réagir à vide, mais personne ne veut non plus être pris de court. La prudence circule alors comme une consigne silencieuse. On observe, on note, on attend la pièce manquante du dossier.
Sur le plan sécuritaire, les États modernes prévoient depuis longtemps la résilience institutionnelle. Les fonctions exécutives sont redondantes, distribuées, protégées par des plans de continuité. Un bâtiment, même prestigieux, n'est pas le pouvoir lui-même mais son écrin. Les chaînes de commandement disposent de sites alternatifs, de réseaux sécurisés, de procédures de bascule. Cette architecture de secours, rarement visible, constitue une sorte de colonne vertébrale invisible de l'État. Elle existe précisément pour les scénarios où le visible est touché. Les observateurs indépendants rappellent également que certaines explosions urbaines peuvent être mal interprétées dans les premières minutes. Un impact sur une structure proche, un dépôt secondaire touché, un incident industriel ou une interception de projectiles peuvent produire des images spectaculaires ensuite rattachées, à tort, à un site emblématique voisin. La géographie urbaine est un jeu de perspectives trompeuses. Une fumée filmée sous un angle serré peut sembler sortir d'un lieu précis, alors qu'elle provient de plusieurs rues plus loin. Dans l'arène des opinions, chaque camp mobilise ses relais, ses experts, ses influenceurs. Les récits se construisent comme des architectures de mots, avec leurs piliers, leurs ornements, leurs angles morts. Certains y voient la preuve d'une escalade. D'autres y lisent une opération psychologique. D'autres encore suspendent leur jugement, carnet ouvert, stylo en l'air, attendant que les faits cessent de trembler.